Bonjour, Bonjour. tu vas J'ai bien? commencé oui, ça va bien et toi? Ouais, J'ai commencé un peu plus tôt pour qu'on puisse tester, voir ouais, si tu c'est ça, je suis en test de partage. OK. C'est bon? Ouais, parfait, c'est bon. OK, super. Du coup, s tu vas partager l'écran et puis vous allez prendre la parole, Oui, tu ouais, après, il y a Julie qui prend la parole à peu près à la moitié, tu vois, on a 14 slides. OK, Ouais, bah, c'est ça, pile à la moitié. Et puis, c'est moi qui passerai les slides sur la fin, pour les deux. OK, ça marche. T'as une OK. idée de combien de personnes que tu vas avoir? C'est pas du tout moi qui ai la visibilité là-dessus, D'accord. mais dimanche, j'ai demandé, on m'a dit qu'il y avait 16 inscrites, donc j'espère qu'il y en a eu un peu plus d'ici aujourd'hui, mais je ne sais pas. OK. Et ouais, est-ce qu'il sera possible d'avoir la présentation, tu penses? Ouais, ouais, Ou bien ouais? sûr. OK, OK, super. Je te l'envoie pas tout de suite parce que si on se dit après coup: «Tiens, faut qu'on ajuste deux trois trucs», je te l'enverrai après. Oui, 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 c'est si jamais il y a quelqu'un qui pose la question comme ça, je sais que c'est possible. Ouais. Oui, on est resté très général, hein, on n'est pas rentré dans des détails techniques, ultra pointus parce qu'on s'est dit que de toute façon ça visait un public, pas forcément spécialiste, Ouais, du exactement. sujet. Mmh. Bonjour. Bonjour. C'est Julie. Mmh.
Bonjour à toutes. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes, peut-être une, 2 minutes, parce que notre deuxième intervenante n'est pas encore connectée. Je propose de commencer à midi 2. Nous lui laissons encore un peu de temps et puis j'espère qu'elle arrivera d'ici là. Bonjour, bonjour Sophie. Bonjour à tous. Très bien, je vous propose de commencer le webinaire. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver entre-temps, mais je vous propose de débuter. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par WIN-Île-de-France dans le cadre d'Octobre Rose au sujet des applications des rayonnements ionisants en médecine et les nouvelles perspectives dans le traitement du cancer. Donc, je suis Kimmy Bourgeois, vice-présidente de WIN-Île-de-France et je serai votre modératrice pendant ce webinaire. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de ces sujets. Et donc, le webinaire va se dérouler sur 1 heure, coupé en 2 parties. Donc, une première partie de 30 minutes avec 20 minutes de présentation par Aurélie Isambert et Julie Sage de l'IRSN. Donc ensuite, on aura 10 minutes de questions-réponses. Donc, je vous laisse mettre vos questions dans la conversation. Et puis, pendant ces 10 minutes, on pourra avoir un échange. Vous pourrez prendre la parole directement. Ça rendra l'échange plus interactif. Et puis, ensuite, les 30 minutes suivantes, je laisserai la parole à Sophie Le Tournel d'Oranomed qui nous présentera donc euh, comment le nucléaire est à l'origine de nouveaux médicaments pour le traitement des cancers. Et donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aurélie Zambert et Julie Sage de l'IRSN. Merci Kimli, merci pour l'introduction et puis surtout pour l'invitation pour faire cette présentation rapide donc dans des applications concernant le domaine médical. Donc comme le disait Kimli, on va être 2 intervenantes côté IRSN aujourd'hui. Sur la partie médicale, moi, je vais présenter les applications de façon générique des rayonnements ionisants en médecine et Julie se focalisera sur la partie mammographie puisqu'on est dans le contexte actuellement d'Octobre Rose. Donc on a fait un point plus particulier sur ce sujet. Donc, les applications des rayonnements ionisants dans le domaine médical, c'est peut-être un domaine dans lequel vous êtes moins familière au sein de Women in Nuclear. C'est un domaine qui a une spécificité, c'est qu'on utilise de façon volontaire les rayonnements ionisants sur des êtres humains, à la différence des autres domaines où on cherche plutôt à protéger les êtres humains des rayonnements ionisants. Et donc, on utilise ces rayonnements à des fins de diagnostic ou de thérapie au bénéfice du patient. Alors, dans le domaine médical, pardon, hop, dans le domaine médical, donc on utilise les rayonnements ionisants comme un moyen, mais avec de diverses finalités. Tout d'abord, on utilise les rayonnements ionisants dans l'objectif de voir, c'est-à-dire pour poser un diagnostic. Donc, on va utiliser les rayonnements ionisants dans divers domaines que vous connaissez probablement. En radiologie dite conventionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est quand on va chez le dentiste, un panoramique dentaire, les clichés pulmonaires, une fracture,
Les utilisations également dans le domaine de la scanographie, en médecine nucléaire, où là, du coup, on va plus utiliser une source externe de rayonnement ionisant, mais on va administrer une certaine activité d'un radiopharmaceutique au patient pour réaliser une image en émission. Ça, je pense que l'intervenante prochaine, la deuxième, en parlera davantage. On utilise aussi les rayonnements ionisants à des fins de guidage. Donc là, on va utiliser l'imagerie non pas pour poser un diagnostic, mais pour guider un geste. C'est ce qu'on appelle les pratiques interventionnelles. On utilise aussi les rayonnements au bloc opératoire ou en médecine nucléaire. Et un troisième type d'utilisation, c'est pour soigner. Donc là, on va être dans le domaine de la thérapie, donc la radiothérapie externe, la curithérapie, également la médecine nucléaire, mais cette fois-ci à des fins de thérapie. Et dans ce troisième axe, donc soigner, on va délivrer des doses qui sont sans commune mesure avec ce qui est délivré dans le domaine du diagnostic ou du guidage. Euh, les nombre de personnes exposées en France à ces expositions d'origine médicale, potentiellement c'est toute la population française. Euh, à titre d'illustration, chaque année en France, il y a 80 millions d'actes environ qui sont réalisés dans le domaine du diagnostic, mais qui va concerner un peu moins de la moitié de la population française. Donc en fait, si on rapporte ça à un examen par habitant, c'est l'équivalent de la population française plus de la Belgique qui bénéficierait d'un examen par an. Mais donc, comme je disais, ces 80 millions d'examens sont répartis sur un peu moins de la moitié de la population chaque année. En médecine nucléaire, c'est environ 1,5 million d'examens qui sont réalisés, environ 15 000 traitements, l'équivalent de la population de la Gironde. Et en radiothérapie, c'est 200 000 patients qui bénéficient d'une radiothérapie en France pour environ 4 millions de séances de traitement. Ces examens, ces traitements, ils peuvent être délivrés grâce à un nombre assez important d'installations et de différents types d'appareils. En radiologie, scanner, interventionnel, je vous ai mis ici à titre d'illustration différents types de machines qu'on peut avoir. C'est les scanners, par exemple, que vous avez ici, les tables télécommandées, les arceaux de blocs. En France, on a un peu plus de 1200 scanners sur tout le territoire, répartis dans un nombre important de services de radiologie, 35 000 cabinets dentaires environ. Donc vous voyez une dispersion d'équipements et de lieux d'exercice assez important. En médecine nucléaire, c'est plus de 200 services sur le territoire français, avec plus de 400 gamma caméras pour réaliser des scintigraphies par exemple, et plus de 150 TEP. Et en radiothérapie, c'est environ 170 centres qui proposent ce type de traitement aux patients principalement atteints de cancer, avec plus de 500 machines. Juste pour vous donner une idée des développements technologiques dans le domaine de l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine, dans le domaine de la radiothérapie, de façon très macro, vous avez représenté ici l'évolution des technologies au cours du temps. Vous voyez qu'on est passé dans les années 80 à une utilisation de machines assez simples avec des sources de cobalt 60 dans la tête des machines pour délivrer les traitements, à des techniques très élaborées. Par exemple, ici, vous avez l'image de ce qu'on appelle un cyberknife, qui est en fait une machine de traitement avec un accélérateur linéaire embarqué dans le bras d'un robot. Une tomothérapie qui ressemble à un scanner vu de l'extérieur, mais en fait qui embarque un accélérateur linéaire rotatif à l'intérieur de l'anneau. Récemment, il y a
5-6 ans, on a vu apparaître ce qu'on appelle des IRM LINAC, c'est-à-dire des accélérateurs linéaires qui sont couplés à une IRM en salle de traitement. Puis des APIX qui sont apparus récemment, des machines qui sont dites auto-blindées. Également des nouvelles modalités de délivrance de la dose de façon très courte, mais avec un débit extrêmement élevé. Tout ça couplé avec toutes les évolutions, comme dans tous les autres domaines d'intelligence artificielle, qui font que tout cela évolue très rapidement. Alors, comme je le disais en introduction, dans le domaine médical, le contexte est un peu particulier puisqu'on va exposer les patients de façon volontaire au rayonnement ionisant, soit pour faire une image, soit pour guider un geste, soit pour traiter une pathologie. Donc cette utilisation des rayonnements ionisants, elle est encadrée par 2 grands principes. Le premier, c'est le principe de justification, c'est-à-dire que on ne peut utiliser les rayonnements ionisants sur un patient que si le bénéfice attendu est jugé supérieur au risque qui est potentiellement apporté par l'utilisation des rayonnements ionisants. Et le deuxième principe, c'est l'optimisation. L'optimisation, ça veut dire en imagerie, délivrer la dose la plus faible possible au patient tout en conservant une qualité d'image suffisante pour établir le diagnostic. On va baisser les doses au maximum, mais pas trop non plus pour pas dégrader la qualité de l'image, parce que l'objectif, c'est quand même d'établir un diagnostic. Donc si la qualité de l'image n'est pas suffisante, on perd le bénéfice de l'exposition du patient. Et en thérapie, le principe d'optimisation, ce sera plus de délivrer la dose la plus faible possible, mais de distribuer la dose de façon optimale, de façon à couvrir au mieux le volume cible, tout en protégeant les organes à risque autour du volume cible. Juste un peu en clin d'œil ici, une image, vous voyez dans les années 50-60 aux États-Unis, il y avait des concours de beauté réalisés au sein des Miss, Miss Beauté au niveau américain. Et vous voyez qu'un des critères qui était retenu parmi l'ensemble des critères évalués, c'était la posture des participantes qui était évaluée via des clichés radiologiques. Donc là, clairement, on est dans le principe de non-justification, hein. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Julie Sage sur la partie dépistage des cancers du sein, sur lequel on a voulu faire un focus aujourd'hui. Donc, Julie, je te passe la parole. Oui, merci. Du coup, je te laisse défiler les Ouais. slides. Donc, en fait, on voulait faire un focus sur la mammographie et le dépistage du cancer du sein, puisque le dépistage organisé a été généralisé en France depuis 2004. Donc, on fête les 20 ans du dépistage organisé en France. Donc, ce dépistage organisé s'adresse aux femmes âgées de 50 à 74 ans. Et donc, ces femmes reçoivent une invitation tous les 2 ans pour aller faire un examen de mammographie associé à un examen clinique. Et donc, ces examens sont pris en charge à 100%. Donc, l'avantage de rentrer dans le dépistage organisé, c'est qu'on a une double lecture des clichés. Donc, vous allez chez un radiologue qui va réaliser l'examen et établir une première lecture, et ensuite les clichés sont transmis à un second radiologue qui va vérifier le diagnostic posé par le premier radiologue. Donc il y a un cahier des charges qui encadre ce dépistage organisé et qui encadre donc toutes les modalités de ce dépistage, en particulier pour ce qui concerne la formation et l'expérience des radiologues, ainsi que la qualité des équipements utilisés. Voilà, et donc il permet de garantir à chaque femme un accès égal au dépistage sur l'ensemble du territoire français, avec un niveau de qualité élevé. On peut aussi avoir un dépistage du cancer du sein qu'on dit individuel, c'est-à-dire que vous n'entrez pas dans le dépistage organisé
mais vous pouvez quand même aller faire des mammographies et on va vous préconiser de faire ces examens parce que vous avez peut-être un facteur de risque ou des antécédents personnels qui nécessitent voilà, un suivi. Et donc, vous pouvez aller faire des mammographies en dehors de cette tranche d'âge de 50 à 74 ans. Donc, l'objectif du dépistage du cancer du sein, donc, c'est bien évidemment de réduire la mortalité liée au cancer du sein et d'améliorer l'information, la qualité des soins des personnes qui sont concernées. Et donc, un des objectifs, c'est de détecter très précocement les cancers. Donc pour ça, on a des outils à notre disposition. Donc le premier outil, c'est la mammographie. Donc la chaîne de mammographie fait appel à plusieurs éléments pour aboutir à une image et un diagnostic de qualité. Donc vous avez d'abord le mammographe. Donc je vous ai mis une petite image, une petite illustration. Vous avez peut-être déjà bénéficié d'une mammographie. Donc on vient poser votre sein sur le détecteur et le compresser. Et vous avez au-dessus du détecteur donc le tube à rayon X qui va venir donc exposer le sein pour créer l'image. Ensuite, cette image, elle va être traitée et transmise à ce qui permet de lire l'image. Donc, soit une console de visualisation, vous voyez, avec des moniteurs qui sont dédiés pour la mammographie, donc qui ont une qualité très particulière pour pouvoir lire correctement ces images. Ou alors, les images traitées peuvent être transmises à ce qu'on appelle un reprographe, donc c'est en fait une imprimante qui va venir éditer le cliché sur des films, et ces films seront lus sur des négachtoscopes, qui là aussi ont des caractéristiques très particulières pour la mammographie, et donc des conditions de lecture très spécifiques, avec une ambiance lumineuse, qui permet d'avoir la meilleure, les conditions de visualisation les meilleures. Et ensuite, en bout de chaîne, bien évidemment, donc vous avez l'œil du radiologue qui doit avoir donc une bonne vision, ne pas être trop fatigué, donc travailler dans des conditions d'ambiance lumineuse satisfaisantes, et bien entendu avoir l'expérience, la formation nécessaire pour pouvoir lire ces images. Et donc tout cela participe au fait d'avoir donc une performance diagnostique et d'optimiser donc la radioprotection de la patiente. On a aussi un autre type d'outil qui s'appelle donc la tomosynthèse mammaire. Donc, vous avez peut-être entendu parler de cette technique qui est assez récente, mais qui commence à être très pratiquée en France. Donc, c'est une technique d'imagerie qu'on dit pseudo 3D. Donc, c'est-à-dire c'est le même appareil qui est utilisé pour les mammographies classiques, mais on va avoir un balayage en fait du tube à rayon X, et donc on va venir prendre des petites projections à différents angles. Donc ça dépend des appareils, mais donc on peut avoir des angles de 15 à 50 degrés, avec donc un nombre d'acquisitions de petites projections de 9 à 25 projections selon les modèles. Et à partir de ces projections qu'on a acquises sous différents angles, on est capable de reconstituer des images sur des plans différents, donc à différentes profondeurs du sein. Donc c'est quasiment comme un scanner, sauf qu'on ne fait pas un tour complet, on fait un balayage sur un angle limité. Ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait sur des coupes comme pour un scanner, mais donc on est sur des plans à différentes profondeurs avec une image qui peut être un petit peu polluée par les plans supérieurs ou inférieurs. Voilà. Et donc, comme on va faire un balayage, on a une dose qui est un petit peu plus importante en tomosynthèse par rapport à une mammographie 2D classique. Mais le principal avantage de cette technique, c'est donc qu'on a une réduction
de la superposition des tissus, hein. Quand vous faites une image en 2D, ben, on a sur un seul plan tout le sein. Et donc, par exemple, si vous avez un sein, un endroit qui est un peu dense, et ben ça peut, par exemple, cacher quelque chose qui serait en dessous ou au-dessus de ce tissu un peu plus dense. Et là, avec la tomosynthèse, et ben, on peut quand même réussir à voir ce qu'il y a en dessous et au-dessus de ce tissu un peu plus dense. Donc, ça permet un gain en sensibilité et en spécificité, et donc ça suscite un grand intérêt de la part des professionnels, hein, des radiologues, et c'est utilisé d'ores et déjà en France, donc en dehors du dépistage organisé, mais donc en complément, comme examen complémentaire des clichés de mammographie 2D classiques. Donc en fait, j'ai expliqué, ces appareils sont utilisés notamment dans un contexte de dépistage organisé du cancer du sein. Donc on va être amené à exposer de nombreuses patientes qui sont asymptomatiques, donc qui viennent, elles n'ont pas forcément quelque chose, et on va les exposer régulièrement, donc tous les 2 ans. Donc on souhaite détecter très précocement ces cancers du sein. Donc il faut absolument qu'on optimise d'autant plus ces appareils. Donc, on veut une dose la plus faible possible, mais qui permette un diagnostic très précoce des cancers du sein, donc avec une très haute qualité image. Et donc, vous allez voir qu'en fait, ces appareils sont sous très haute surveillance, avec chaque élément de la chaîne fait l'objet d'un contrôle de qualité technique périodique très poussé. Donc, c'est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui gère ces modalités de contrôle de qualité. Et donc, il a été défini des contrôles qui sont réalisés de manière hebdomadaire et semestrielle. Donc, c'est vraiment les appareils d'imagerie qui sont les plus contrôlés le plus régulièrement. Donc, on va contrôler la chaîne complète, c'est-à-dire le mammographe, les reprographes, moniteurs, négatoscopes, et on va faire des tests à la fois mécaniques, mais bien entendu aussi sur la qualité image et la dose, des contrôles qui sont vraiment extrêmement pointus et qu'on réalise, vous voyez ici, à l'aide d'objets tests qui vont simuler, par exemple, un sein. Et on va pouvoir comme ça vérifier que la qualité d'image est celle attendue et que la dose n'est pas trop importante. Et donc nous, de notre côté, à l'IRSN, on suit l'évolution des doses, hein. On recueille les doses qui sont délivrées dans le cadre de ces examens, et on va suivre dans le temps l'évolution des doses, et on a pu constater donc on a des doses en baisse continue. Et ça, c'est principalement dû aux évolutions technologiques, à l'amélioration des détecteurs. Et voilà, on a des mammographes qui sont de plus en plus performants et qui permettent de baisser les doses délivrées aux patientes, tout en garantissant une qualité d'image qui permet une détection précoce des cancers du sein. Donc là, je te laisse la parole pour la conclusion sur l'aspect générique, Aurélie. Ouais, d'accord. Donc, comme je disais au tout début de cette présentation, de façon générale, les rayonnements ionisants dans le domaine médical, vous avez pu le voir, ils ont de diverses utilisations pour divers objectifs, hein, le diagnostic, le guidage et la thérapie. Ça concerne potentiellement tout un chacun, puisque je pense que on a toutes bénéficié un jour d'un examen, ne serait-ce qu'un un rétroalvéolaire chez le dentiste. Et donc dans de nombreux domaines, en radiologie conventionnelle, interventionnelle, médecine nucléaire, thérapie. Et que la spécificité, dans le domaine médical, c'est que, on encadre l'utilisation des rayonnements ionisants par les 2 grands principes de justification et d'optimisation. Mais pour celles qui sont familières avec le 3e principe de limitation,
ce principe-là n'est pas, en vigueur dans le domaine médical sur les patients puisqu'on ne limite pas, l'exposition, on l'optimise. Voilà. Et donc, dans le cadre du dépistage du cancer du sein, donc on a un objectif de détection très précoce des cancers du sein pour les traiter plus facilement. Et donc, on utilise des équipements qui sont dédiés à la mammographie, donc qui sont de haute technicité et qui, du coup, sont sous haute surveillance et qui sont vraiment extrêmement suivis avec des contrôles de qualité très poussés pour garantir donc ce meilleur compromis, notamment entre la dose et la qualité d'image. Voilà. Bon, merci pour votre attention. Je suppose qu'il y aura Voilà, on de en a nombreuses questions. terminé. Merci pour la Oui, présentation. juste pour votre information, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller sur le site de l'IRSN, je vous ai mis l'adresse avec, vous voyez différents onglets sur les différentes thématiques concernant la radioprotection des patients, donc sur tous les domaines qu'on a évoqués, aujourd'hui. Ok, merci. Alors, je vois qu'on a des questions dans la conversation. Alors, on a une question de Nelly. Oui, concernant la compression, donc déjà, pourquoi on compresse? Donc ça, c'est indispensable en fait pour réduire, d'une part pour réduire la dose qui est délivrée au sein, et également pour garantir une homogénéité, on va dire, de la qualité de l'image sur tout le sein. Donc on est obligé de compresser. C'est vrai que ça peut être douloureux. Il y a des études qui ont été menées qui ont montré que peut-être en tomosynthèse, on pouvait un peu moins compresser, mais en fait, la dose est tellement dépendante de cette épaisseur de sein que voilà, il faut quand même appliquer une compression. Euh, un des moyens qui est proposé par les professionnels, en fait, c'est de faire réaliser la compression par la femme elle-même. Et on s'aperçoit en fait que la femme souvent compresse plus que le manipulateur, que la personne qui va réaliser l'examen. Voilà, mais donc c'est un sujet de préoccupation des professionnels. Euh, il y a des contrôles aussi dans les contrôles de qualité qui sont réalisés, qui sont réalisés sur la compression. On s'assure que on ne va pas blesser la femme. Euh, donc voilà, mais elle est indispensable malheureusement. Je ne sais pas si ça permet de répondre à votre question. Bon, je pense que oui, c'est ça. Merci. Donc ensuite, on a une deuxième question de Anne-Marie par rapport à l'intelligence artificielle, hein, l'apport de l'intelligence artificielle sur la lecture des clichés. Oui, donc ça, c'est de plus en plus utilisé par les radiologues. Alors, il y a, il y a encore des débats, hein, c'est-à-dire on y réfléchit sur le rôle de l'IA dans le dépistage organisé. Notamment, comme je vous ai expliqué, on a deux lecteurs, deux radiologues lecteurs. En fait, on a une deuxième lecture, c'est une spécificité du dépistage organisé français. Et ils réfléchissent actuellement à éventuellement remplacer cette deuxième lecture par l'IA. Mais bon, on n'en est pas encore du tout là. Et pour ça, il faudrait déjà avoir la dématérialisation de la seconde lecture, ce qui est une tâche un peu complexe. Mais c'est quand même déjà utilisé par certains radiologues de manière courante où ils vont, même à la première lecture, vérifier, voilà, ils peuvent l'utiliser en vérification en se disant, bah, tiens, est-ce que j'ai raté quelque chose ou, voilà. Ils l'utilisent de plus en plus, en tout cas. Oui, Après, un domaine où c'est assez, développé déjà, enfin en tout cas ça se développe très rapidement, c'est pour, l'identification de fractures sur certains clichés de radio. Dans les services d'urgence notamment, ça peut aider, à fiabiliser le diagnostic. Donc ça c'est un domaine où ça se développe pas mal. Comme le disait Julie, le dépistage organisé du cancer du sein, c'est vraiment, comment dire? Un cadre très
réglementé, c'est très encadré, à la fois en termes de contrôle, de modalités de réalisation des examens. Donc si l'IA devait être introduite de façon officielle, ça devrait être validé dans le cadre du dépistage. Pour, tout ce qui est fracture, par exemple, aide à l'identification des fractures, ça c'est déjà en cours d'implantation, quoi. Tu peux prendre la parole, Anne-Marie, si... Oui, j'avais une autre question. Merci pour vos exposés. Je préfère la poser directement. Bon, je suis spécialiste de contrôle non destructif et on développe sur les matériaux, on développe des méthodes d'analyse d'images, etc. J'aimerais savoir s'il y a des échanges entre les deux mondes, le monde médical et le monde sur ces techniques et ces méthodes de reconnaissance d'images et d'analyse d'images. Côté fabricant, oui, en fait, les fabricants et ceux qui font de la recherche et développement, je pense qu'ils exploitent vachement tous ces sujets et ils vont un peu vers ça aussi. Donc, je vous ai dit, les images, une fois qu'elles sont créées, mais ensuite elles sont traitées. Et dans ce traitement d'images, il y a tout un champ de recherche, hein, qui peut employer aussi l'intelligence artificielle et qui permet aussi potentiellement de réduire les doses parce que dans ces reconstructions, elles sont capables maintenant d'avoir des images qui sont très bruitées, donc peu dosantes, et une qualité qui permet de pouvoir quand même établir un diagnostic. Mais ça peut perturber un peu au début les radiologues qui n'ont pas l'habitude de ce type d'image. Voilà, mais donc, oui, alors je ne sais pas ce que vous entendez exactement par reconnaissance d'image, mais en fait, je pense que c'est ça, c'est dans le traitement de... C'est tout à fait, par exemple, je prends un exemple que connaissaient peut-être certaines, il y a les coups de moulet c'est des structures extrêmement hétérogènes avec des rapports signaux sur bruit très faibles. Voilà. Donc là, effectivement, les techniques permettent de voir des choses que même l'opérateur le plus expérimenté ne peut pas voir. Mais je pense qu'il y a des échanges en particulier au sein de la CoFriend qui rassemble. Donc voilà, c'était un point. Je sais qu'il y a un bénéfice mutuel Ils utilisent important. l'apprentissage, en fait, donc le deep learning, hein, pour améliorer ça. Et donc, le challenge, c'est de constituer des bases de données d'images, en fait, qui puissent être utilisées. Et après, tout ce que ça soulève derrière, c'est à quelle tâche le logiciel a été entraîné. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, on voit dans les congrès, par exemple, les chercheurs qui s'amusent à mettre un sac à dos dans un scanner et si le logiciel a été entraîné à reconstituer des poumons, il va transformer le sac à dos en poumon. Donc, ça soulève aussi beaucoup d'inquiétudes aussi sur la validation de ces logiciels. Est-ce qu'on risque pas de créer des faux positifs, etc. Enfin, mais ça, oui, c'est des sujets de recherche et de développement on voit que ça va arriver et que il y a déjà des choses qui arrivent. Hein, Oui, puis ça soulève aussi des questions en termes éthiques et de responsabilité vis-à-vis des professionnels aussi, puisque à l'heure actuelle, en tout cas, la responsabilité est toujours sur l'opérateur, le radiologue. C'est pas l'outil d'IA en tant que tel qui fait l'interprétation. Et donc, il y a le cadre juridique aussi qui est un peu malmené avec ces nouveaux outils qui se développent. Et puis tout ce qui est éthique.
Ils sont en train de s'approprier tout ça. En fait, les radiologues, au tout début, quand ça commençait à arriver, on voyait qu'ils étaient inquiets parce qu'ils avaient peur d'être remplacés. Mais là, Remplacés. vraiment, maintenant, ils sont en train de l'intégrer et vraiment comme un outil pour leur faciliter la tâche, mais où, en fait, c'est toujours eux qui auront la responsabilité, effectivement, du diagnostic final et qui décident. Ils se mettent plus en concurrence avec l'IA, en fait, on va dire. Ils l'intègrent complètement dans leur pratique. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous propose de passer à la deuxième présentation. Merci beaucoup Aurélie et Julie pour cette présentation très enrichissante, très intéressante. Et donc, je laisse la parole à Sophie Le Tournel pour la seconde présentation. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je vais vous partager ma présentation. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je pense qu'on va avoir deux présentations complémentaires puisque on a une première partie qui a davantage parlé d'utilisation des rayonnements ionisants appliqués en externe, que ce soit pour du diagnostic ou pour de la radiothérapie externe. Moi, je vais vous parler de médecine nucléaire. Donc, la médecine nucléaire, c'est toute l'utilisation des atomes radioactifs vraiment en médicaments, essentiellement en injectables, hein, tout simplement, et en particulier leur application en thérapie contre le cancer, qui est un domaine qui est en plein boom en ce moment et qu'on appelle les radiothérapies internes vectorisées. Alors, comment ça marche déjà? Comment on peut combattre le cancer grâce à des atomes radioactifs? Et moi, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais beaucoup vous parler du plomb 212, qui est l'isotope que nous utilisons spécifiquement chez Oranomed pour développer nos thérapies. Alors, le plomb 212, l'idée, ça va être de constituer un médicament qui va pouvoir détruire les cellules tumorales en utilisant donc, ce plomb 212 qui est un générateur de rayonnement alpha. Donc pour cela, on va développer ce type de médicament qui est toujours composé des trois mêmes parties. À gauche, vous avez un atome de plomb 212 qu'on va venir capturer dans un chélatant, qui va nous permettre de relier donc cet atome de plomb 212 à un vecteur. Le chélatant et le plomb 212, c'est la partie fixe de nos thérapies. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'allier ce plomb 212 à toute une large palette de vecteurs qui vont être capables de viser les cellules tumorales. À partir de là, comment ça marche? Vous retrouvez la molécule dont je vous parlais à l'instant, qui est ici en haut à gauche de l'image. Et en fait, le vecteur, on l'a développé pour qu'il reconnaisse spécifiquement des récepteurs qui sont surexprimés par les cellules cancéreuses. Ces récepteurs, vous les voyez là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, en jaune-orange. En général, les cellules tumorales, comme elles ont un gros besoin des ressources de l'organisme pour se développer à un rythme effréné, elles émettent énormément de choses à leur surface. Donc le tout, c'est de trouver un récepteur qui soit surexprimé par les cellules tumorales et qui soit très peu exprimé par les autres organes du corps. À partir de là, le médicament vient se fixer sur la cellule tumorale et le plomb 212 va donc émettre son rayonnement alpha. Ce rayonnement alpha, il est tellement puissant qu'il traverse la membrane de la cellule, il traverse même la membrane nucléaire, et vous voyez ici qu'il vient provoquer des ruptures double brin de l'ADN. Ces ruptures double brin, elles ont un énorme avantage, c'est que l'ADN, elle est composée de deux hélices, où à la fois à chaque barreau de l'hélice, vous avez deux éléments complémentaires. Donc quand vous cassez qu'une seule des deux hélices, l'ADN est capable de se réparer par complémentarité avec l'autre hélice. L'énorme avantage des rayonnements alpha, ce qui fait leur toxicité en général, mais qui nous intéresse ici, c'est qu'ils vont provoquer des ruptures double brin de l'ADN, qui devient alors incapable de se réparer. Alors, ce type de thérapie qu'on appelle des radiothérapies internes vectorisées, pour cela, on peut utiliser deux types de rayonnements, les alpha ou les bêta. Aujourd'hui, sur le marché, c'est encore des thérapies récentes, Novartis a mis sur le marché deux thérapies qui sont toutes deux des bêta
thérapie à base de lutécium 177. Ce en quoi nous, on croit chez Oranomed, et en particulier la communauté générale, la communauté médicale en général, pardon, c'est la supériorité que peuvent apporter les émetteurs alpha. En effet, j'ai mis un petit tableau comparatif à gauche. Des choses, je pense, qui ne vont pas beaucoup vous surprendre. C'est d'une part que l'énergie unique de transfert qui est apportée par le rayonnement alpha est beaucoup plus importante que celle des rayonnements bêta. Et ce dont je vous parlais juste avant, les rayonnements bêta vont plutôt provoquer des ruptures simples brins de l'ADN, là où les rayonnements alpha vont provoquer des ruptures double brins. Le deuxième point qui est important, c'est que par contre, les rayonnements alpha sont arrêtés extrêmement rapidement dans les tissus, ce qui fait qu'ils vont avoir une portée beaucoup plus limitée. En général, un rayonnement alpha, il va être arrêté après 2 à 5 couches de tissu, de cellulaire, alors que le rayonnement bêta va lui progresser dans les tissus jusqu'à sur 50 couches cellulaires. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir impacter les tissus sains qui sont derrière les tumeurs initialement visées. Et alors, pour résumer tout ça, il y a un chiffre que j'aime bien donner en général, c'est que quand vous voulez détruire une cellule cancéreuse, il faudra utiliser 1000 à 10 000 molécules de chimiothérapie. Il faudra utiliser 100 à 1000 émissions bêta. Si vous prenez de l'alpha, il suffit de 1 à 5 émissions alpha. Donc la promesse que nous, on porte chez Oranomed, c'est d'avoir une efficacité accrue contre les cellules tumorales grâce à un émetteur alpha, tout en limitant la toxicité aux organes sains environnants. Alors, un autre élément dont je voulais vous parler et qui touchera peut-être davantage chez WinFrance, c'est pourquoi il n'y a pas encore de thérapie de ce type sur le marché et pourquoi nous, on mise sur le plomb 212. Ça fait longtemps que les médecins se disent qu'un émetteur alpha, c'est ce qu'ils appellent magic bullet. Donc, vraiment, l'idée que ça pourrait avoir un effet absolument révolutionnaire sur les cellules tumorales. Le problème jusqu'ici, c'était d'être capable de les produire et de développer à grande échelle ce type de médicaments. Nous, c'est la deuxième promesse qu'on veut relever chez Oranomed en prenant spécifiquement le plomb 212. D'un point de vue production, le plomb 212, il a 2 avantages. D'une part, c'est qu'on peut, chez Oranomed, on a développé un procédé industriel qui est entièrement chimique, ce qui va nous permettre de le produire à grande échelle et pas à un coût très élevé. Les autres radioisotopes qu'on utilise en médecine nucléaire, je pense à de l'actinium 225, je pense à de l'astate 211 ou même des isotopes qui sont plutôt utilisés pour faire du diagnostic quand vous allez faire une scintigraphie ou un TEP scan. Ils sont généralement issus soit de cyclotrons, soit de réacteurs nucléaires de recherche. Dans ces cas-là, vous avez un vrai sujet de passage à l'échelle quand il faut multiplier les installations nucléaires. L'autre point, et on n'en a pas toujours conscience, c'est que pour un certain nombre de radioisotopes, on reste dépendant de précurseurs qui sont produits à l'étranger. Et quand j'écris produit à l'étranger sur ma diapositive, vous pouvez lire produit en Russie. Le lutécium 177 dont je vous parlais à l'instant, qui est utilisé par Novartis, il est issu d'Ytterbium 177, dont aujourd'hui la quasi-totalité des capacités de production sont situées en Russie. Donc on a un vrai sujet d'autonomie stratégique là-dessus. Et l'énorme avantage qu'on a vu, nous, dans le plomb 212, c'est qu'en fait, on a en France, au CEA, 22 000 fûts de thorium-232 qui a été purifié dans les années 50-60, à un moment où on se posait la question de développer une filière de réacteurs nucléaires de production d'électricité au thorium. Ces 22 000 fûts, ils sont gentiment restés stockés à Cadarache en leur cherchant une utilité. Et en fait, le plomb 212 est dans la chaîne de décroissance du thorium-232, et donc nous utilisons ces fûts, et tout simplement, nous venons extraire et purifier chacun des descendants. Donc l'autre avantage du plomb 212, c'est qu'on a tout ce qu'il faut pour produire ces thérapies-là en France et desservir le monde entier. Donc c'est vraiment ces 2 éléments-là qui ont conduit à la création d'Oranomed en 2009, donc ça s'appelait évidemment Arevamed en 2009,
pour développer des thérapies innovantes contre le cancer à base de plomb 212. Non, on ne fait que du plomb 212. Alors, on en est aujourd'hui, on n'est plus tout à fait une petite start-up, hein. On a 150 employés, la moitié en France, l'autre moitié aux États-Unis. On a 2 essais cliniques, c'est-à-dire 2 candidats médicaments qui sont testés chez l'homme en ce moment. On a 2 laboratoires précliniques, donc typiquement avec des animaleries où on a des souris, où on développe ces médicaments-là. On a logiquement une stratégie de brevet. On développe toute la plateforme industrielle qui nous permettra de produire ces thérapies-là. Et on s'inscrit vraiment sur un marché qui est en pleine croissance. Les radiothérapies internes vectorisées dont je vous parle depuis quelques minutes, c'est vraiment vu comme la modalité de demain par les oncologues, et on est sur un marché qui croît extrêmement rapidement. Je pense que vous avez commencé à le saisir dans mon propos jusque-là. Chez Oranomad, on se développe vraiment sur 2 axes stratégiques complémentaires. Le premier, c'est celui d'une biotech, hyper classique. On développe tout un portefeuille de thérapie, tout à base de plomb 212, qu'on emmène en développement préclinique, puis en clinique chez l'homme, pour répondre à des patients atteints de cancer qui sont aujourd'hui en impasse thérapeutique, à qui on n'a plus rien à proposer. Le deuxième volet de notre activité, c'est de développer l'outil industriel pour assurer l'approvisionnement de ces thérapies, puisque c'est pas quelque chose qui est facilement réalisable, c'est jusqu'ici ce qui a largement limité le développement de ces thérapies. Et on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres acteurs à part nous, compte tenu notamment de notre stock de thorium-232, à pouvoir le faire. Donc c'est pas quelque chose qu'on puisse sous-traiter. Si je reviens sur notre portefeuille de thérapie, donc tout à base de plomb 212, vous voyez qu'on a un certain nombre de molécules en développement. Les 2 premières là, que j'ai mises en avant, Alphamedix et plomb 212 GRPR, ce sont les 2 molécules qui sont en cours d'essai clinique chez l'homme. Le premier, sur lequel je vais revenir juste après, il vise un type de cancer très particulier qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines. Le deuxième, plomb 212 GRPR. Alors GRPR, tout simplement parce qu'il vise tous les cancers qui surexpriment une molécule qui s'appelle GRPR, qui est un récepteur de la gastrine. Et ça, on va le retrouver dans un certain nombre de cancers, dont celui du sang, puisqu'on est pendant le mois d'octobre rose, mais qu'on va retrouver également dans un certain nombre de cancers de la prostate, de cancers pulmonaires ou de cancers de l'appareil colorectal. Donc ça, c'est vraiment les 2 médicaments qu'on a en cours de test chez l'homme. Et puis, on a tout un tas d'autres molécules que nous sommes en train de développer. Vous voyez, dans le cancer de la prostate, un cancer pulmonaire, quand on parle du plomb 212 DLL3, qu'on développe avec Molecular Partners. Et si vous voyez la colonne qui est à droite, elle vous montre que pour ces molécules, soit on les développe seuls en interne de nos capacités chez Oranomad, soit on s'allie avec un partenaire qui, lui, en général, va nous apporter le vecteur, la partie du médicament qui va être capable de reconnaître et de cibler les cellules cancéreuses. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme type de résultat avec des alpha-thérapies ciblées? Ça donne ce type de résultat. Là, c'est un patient qui a été traité dans notre essai clinique de phase 1 sur Alphamedix, donc qui souffrait de tumeurs neuroendocrines issues du foie initialement. Et ce que vous voyez là à gauche, c'est son imagerie PET au départ, où vous voyez toutes les métastases, et vous voyez notamment qu'il y a un certain nombre de métastases osseuses, là, tout le long de la colonne vertébrale, et au niveau de l'os de la hanche à droite. Pour le dire autrement, c'est un patient qui, lorsqu'il vient pour recevoir sa première dose en 2019, il a 47 ans. Autant vous dire que vu le nombre de métastases, il a un pronostic assez sombre, et par ailleurs, sa qualité de vie est extrêmement dégradée, parce que malheureusement, les métastases osseuses sont extrêmement douloureuses. Et donc, quand il vient nous voir là, il est en fauteuil roulant, il est sous morphine en permanence pour gérer la douleur. Et pour l'allonger dans la machine, vous voyez les bras en l'air pour faire l'examen, il a fallu plus de 2 heures. Nos thérapies, elles s'injectent, c'est simplement une injection toutes les 8 semaines. On refait une imagerie après 2 injections. Et vous voyez là déjà, je pense, c'est assez frappant
que la totalité des métastases osseuses ont disparu. Il nous reste quelques nodules au niveau du foie, là, ici. Et de façon de manière tout aussi éloquente, ce patient-là, quand il revient pour recevoir donc sa 3e dose, c'est un patient qui n'a plus d'antidouleur et c'est un patient qui marche à nouveau. Donc pour compléter le traitement, il recevra 2 cycles supplémentaires, c'est 4 injections espacées de 8 semaines. Et quand on fait l'imagerie après la dernière injection, on voit qu'en fait tout a disparu. Il n'y a plus aucune trace de métastase. Les choses qui continuent à s'allumer, ce sont au PET scan, ce sont les reins et la vessie, tout simplement parce que nos médicaments sont excrétés par voie urinaire. Donc là, alors je ne vous cache pas, c'est évidemment un des patients qui a le mieux répondu et pour lesquels on a une des imageries les plus éloquentes, mais c'est un patient dont on dit qu'il est en réponse complète, c'est-à-dire qu'on a pu totalement supprimer les tumeurs issues de son cancer initial. Donc voilà, c'est aussi ce pourquoi on se bat au quotidien. Et alors, on a eu des résultats tellement prometteurs là-dessus qu'on a conduit l'essai de phase 2, qu'on va démarrer. Là, on a injecté la dernière dose pour le patient, notre dernier patient sur l'essai de phase 2. On se prépare pour la phase 3. Et vous avez peut-être vu qu'on a noué un partenariat stratégique avec Sanofi, qu'on a annoncé la semaine dernière, puisque en tant que biotech, on considère qu'on n'a pas forcément les reins assez solides pour aller jusqu'à la commercialisation. Les grandes entreprises pharmaceutiques sont bien mieux armées pour ça, et donc on a noué un partenariat stratégique avec Sanofi qu'on a annoncé jeudi dernier, dans lequel non seulement Sanofi va prendre en charge la commercialisation de ce médicament Alphamedix, mais Sanofi a également considéré que ce qu'on développait était tellement prometteur qu'ils souhaitaient s'associer à nous. Et donc, ils ont mis 300 millions d'euros pour faire une augmentation de capital d'Oranomed et prendre 16% dans nos activités de biotechnologie. C'est une vraie victoire pour nous, non seulement parce que ça nous amène des fonds pour poursuivre notre développement, mais aussi parce que c'est une vraie reconnaissance aujourd'hui par le marché qu'une biotech issue d'un géant du nucléaire peut faire partie des entreprises de biotechnologie les mieux valorisées jusque-là en France. Si je reviens sur le volet production, qui je pense peut vous intéresser également. Alors, à quoi ressemble le procédé de production qu'on a développé? Je vous ai mis en haut à gauche la photo de ces 22 000 fûts qu'on a à Cadarache, et comme je vous le disais tout à l'heure, le plomb 212, on va simplement aller le chercher par extraction et purification successive, purement chimique, des descendants du thorium 232. Donc, vous voyez, on prend les fûts de thorium 232, on les dissout dans de l'eau et on va en extraire le radium 228. On va stocker ce radium 228, on va attendre qu'il produise du thorium 228 qu'on va extraire et purifier, etc. Le radium 224, puis le plomb 212. On a un énorme avantage là-dessus, c'est que le thorium 232, il a une demi-vie de 14 milliards d'années. Donc, il décroît extrêmement lentement. Pour tout vous dire, dans chacun de ces fûts, il y a 330 kg de thorium, de nitrate de thorium, et on va chercher dedans quelques dizaines de microgrammes de radium 228. Autrement dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces fûts de thorium 232, aller chercher les microgrammes de radium 228 qui sont dedans, puis resolidifier le fût de thorium 232, le remettre en entreposage, on va attendre une 10-15 ans, et dans 10-15 ans, on sera quasiment à l'équilibre séculaire, et on pourra de nouveau dissoudre ce fût de thorium 232 pour aller récupérer les quelques microgrammes de radium 228 qui se seront à nouveau formés. L'analogie que je donne et qui est assez parlante en général, c'est que c'est comme si on vidait une piscine olympique en prélevant une goutte d'eau tous les 10 ans. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire qu'on a une matière première qui est inépuisable, en tout cas inépuisable à l'échelle humaine. Alors par contre, il y a quelque chose qui est un peu un challenge pour nous d'un point de vue production, c'est que si vous l'avez vu, ce plomb 212, il a une demi-vie de 11 heures, ce qui est court. Donc cette demi-vie de 11 heures, elle est très pratique pour les hôpitaux,
parce que ça leur permet d'avoir des déchets et des effluents qui sont faciles à gérer, d'avoir des patients qui, quand ils rentrent chez eux, on n'a pas trop de problématiques d'effluents, notamment dans leurs urines. En tout cas, on a quelque chose qui décroît très rapidement. Par contre, c'est un vrai challenge industriel pour nous. Donc c'est pour ça qu'on est en train de construire un outil industriel qui, en fait, se décompose en 2 parties. Sur la partie amont, du thorium-232 jusqu'à, en gros, globalement, son petit-fils, le thorium-228, on construit un outil industriel du côté de Bessines-sur-Gartempe, donc dans le Limousin, sur un site du groupe Orano, qui va permettre de desservir le monde entier. Donc l'idée, c'est que le laboratoire Maurice Toubiana, aujourd'hui, et le projet ATEF demain, permettront de produire du thorium-228 pour l'ensemble des continents où seront utilisées nos thérapies. Ensuite, ce thorium-228, on l'envoie vers des installations que l'on appelle des ATLab, qui sont des laboratoires pharmaceutiques, et dans lesquels on va produire les médicaments à proprement parler. Donc dans ces ATLab, à partir de stocks de thorium-228 qu'on constitue depuis ATEF, on vient chaque jour produire le plomb 212, l'associer au chélatant et au vecteur, et l'envoyer dans les hôpitaux. Ces ATLab, on n'a pas vocation à en mettre dans toutes les régions, hein. Donc on cherche vraiment des hubs logistiques pour les installer. Et donc par exemple aux États-Unis, on a installé à Indianapolis, tout simplement parce que c'est le hub de FedEx. Enfin, c'est un des hubs de FedEx aux États-Unis. Et depuis Indianapolis, vous pouvez rallier l'ensemble des États américains, hors Alaska et Hawaï, dans la nuit, sans escale. Ce qui permet qu'en gros, on produit un soir ou en fin d'après-midi, on envoie à l'aéroport d'Indianapolis vers 21h, ça part en avion, ça arrive au service de médecine nucléaire le matin et c'est injecté aux patients dans la foulée. Donc c'est tout cet outil industriel qu'on est en train de développer, d'une part sur le site de Bessines et à Indianapolis pour l'ATLAB des États-Unis ou à Valenciennes où on construit un autre ATLAB, cette fois pour desservir le continent européen. Je vous remets juste une petite carte en conclusion de nos implantations aujourd'hui, avec le siège d'où je vous parle aujourd'hui d'Orano, qui est dans le siège d'Orano qui est à Châtillon, les 2 ATLAB qu'on est en train de construire à Indianapolis et à Valenciennes, notre gros site sur le site Orano de Bessines-sur-Gartempe, et enfin notre principal laboratoire de R&D qui est situé au Texas. J'en ai terminé pour ma présentation et écoutez à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation très très intéressante d'Oranomed. Alors, on a une question d'Alix dans la conversation. Donc, quels sont les risques que les vecteurs s'attachent à des cellules saines? En première question, c'est 3 questions en tout. Donc, je commence par la je première. vais essayer de prendre les 2 en même temps alors. Ouais. Bon, je vais voir si j'arrive à bouger la fenêtre, comme ça je verrai à la fois les questions et j'irai chercher les réponses dans la diaporama si besoin. Alors non, c'est une très bonne question. C'est tout l'objet de ce qu'on développe, notamment dans cette installation qu'on a au Texas ici. C'est qu'en fait, on va passer des mois et des mois à optimiser notre molécule, notre médicament, pour qu'on ait un maximum qui s'accumule sur la tumeur et au minimum sur les autres organes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va injecter le médicament à des souris, à qui on aura chez qui on aura préalablement fait croître des cellules cancéreuses. On va leur injecter le médicament et on va regarder 1 heure après injection, 4 heures après injection, 24 heures après injection, quelle dose on a sur la tumeur et quelle dose on a sur les reins, quelle dose on a sur le foie, dans le sang, etc., sur chacun des organes. Et on ne considère qu'un médicament ne peut partir en essai clinique que si on a un ratio où la dose par gramme de tumeur est bien supérieure à la dose que l'on a par gramme d'organe sain. Alors par exemple, sur la dernière molécule qu'on a développée avec Molecular Partners, donc celle qui vise DLL3, qui vise des cancers du poumon à petites cellules, ce sont plus de 200 molécules qu'on a testées, qu'on a optimisées chez la souris, avant d'être satisfait de ce qu'on appelle la biodistribution de notre médicament entre les différents organes. J'espère que ça répond à la première question.
Alors, quels sont les challenges d'adoption du plan 212 par l'industrie? Alors, par l'industrie, il y a deux volets différents, je dirais, par l'industrie pharmaceutique et par les hôpitaux, en fait, parce que c'est deux questions différentes. Tout le monde rêve des alphas depuis 50 ans. Depuis 50 ans, on se dit que c'est l'idée que si on arrive à amener des émetteurs alpha contre les tumeurs, ça peut avoir un effet révolutionnaire. Un des principaux sujets était la disponibilité des alphas et la capacité à les produire. Et quand vous en parlez avec des médecins aujourd'hui, ils vous disent OK, les alphas, c'est magnifique sur le papier, c'est magnifique en préclinique, mais aujourd'hui, reste à démontrer la capacité à le produire pour que ce soit accessible sur le marché pour les patients. Ça, c'est un vrai sujet. Donc nous, c'est pour ça que c'est vraiment notre deuxième axe stratégique et qu'on construit toute cette plateforme industrielle chez Oranomad pour démontrer que oui, c'est faisable. Ensuite, le plan 212, on n'est pas hyper inquiet sur son adoption. Sa demi-vie courte permet qu'en termes de gestion des déchets et des effluents, au final, ce serait plutôt plus simple que d'autres isotopes qui sont aujourd'hui utilisés en médecine nucléaire. Le lutécium qui est commercialisé, c'est 7 jours de demi-vie, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Il a un inconvénient, le plan 212, c'est qu'il émet des gammas qui sont très durs. Donc, d'un point de vue radioprotection des travailleurs, plutôt, c'est assez contraignant. En termes l'emballage de transport fait 30 kg pour une dose qui fait 5 millilitres, etc. Enfin, donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour limiter l'exposition des travailleurs. Et alors, comment les patients peuvent-ils participer à des essais comme celui d'AlphaMedix? Alors, ce sont des essais cliniques assez classiques. Donc, en fait, nous, on va sélectionner un certain nombre de sites hospitaliers qui sont habitués à conduire des essais cliniques en médecine nucléaire et qui ont l'habitude de prendre en charge ce type de patients. Donc, pour AlphaMedix, qui ont des patients souffrant de tumeurs neuroendocrines, ce sont des cancers rares, donc ce ne sont pas tous les hôpitaux qui le font. Et donc, ce sont les médecins qui vont proposer aux patients de rentrer dans l'essai clinique ou pas. Après, la limitation, c'est qu'aujourd'hui, tous ces essais cliniques, on les a fait aux États-Unis, tout simplement parce que quand vous additionnez la réglementation du nucléaire à celle de la pharmacie, c'est-à-dire les déréglementations les plus contraignantes au monde, ça vous donne un cocktail un petit peu détonnant en France. Et que quand on était une start-up de 30 à 50 personnes, ça donnait un niveau de contrainte qui était ingérable. Clairement, quand on va faire l'essai clinique de phase 3, là, on est en train de passer à une autre échelle et le but, c'est enfin d'ouvrir des sites, donc des hôpitaux qui feront ces essais cliniques en Europe. Donc bonjour, pour travailler chez Oranomad, est-ce qu'il faut un diplôme médical? Oh, pas du tout. J'en suis le premier exemple puisque moi je suis ingénieur de formation. On a quelques médecins dans l'équipe, on a quelques pharmaciens, mais ne serait-ce que pour tout notre outil industriel, on est vraiment dans un cœur de métier de fabrication, de production industrielle, hein. Donc on a beaucoup d'ingénieurs, de techniciens, etc., etc. Non, l'immense majorité des professionnels chez Oranomad ne sont pas issus du milieu médical. Et puis ça s'apprend, donc c'est pas un problème. Si le plan 212 n'est pas utilisé et donc si on dépasse les 11 heures, quel type de déchet devient-il? De toute façon, il devient le même déchet s'il est utilisé et qu'il va chez le patient, hein, parce que de toute façon, il continue à décroître chez le patient. Il se transforme en plomb 208, du plomb stable, comme vous en avez dans l'environnement. Et alors souvent, des gens me posent la question, mais est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte la toxicité chimique du plomb, puisqu'on sait très bien aussi tous que le plomb, pas spécialement bon pour la santé. En fait, les rayonnements alpha sont tellement puissants que dans chacune de nos doses, on met 15 nanogrammes de plomb 212. La limite en France de potabilité de l'eau, elle est à 10 microgrammes par litre. Donc en gros, il y a plus de plomb quand vous buvez une bouteille d'Evian que dans une dose AlphaMedix. Donc voilà, la toxicité chimique du plomb 208 est négligeable. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? N'hésitez pas. Oui, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Ah, peut-être Anne-Marie. Tu peux prendre la parole si tu veux, Anne-Marie, si c'est plus simple pour toi. Non, pas de questions. Ok.
Je vous remercie. Je remercie particulièrement nos intervenantes, donc Sophie, Aurélie et Julie, pour vos présentations très intéressantes et très inspirantes. Merci beaucoup. Je remercie aussi toutes les participantes de cette connectée aujourd'hui. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Ce sera avec plaisir. Et donc, encore merci et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous pour l'invitation. N'hésitez pas. Avec Merci plaisir. encore. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.